Hey, salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui creuse dans les souvenirs. Si vous avez grandi à la fin du XXe siècle, il y a de grandes chances que vous ayez gardé en mémoire les incroyables poupées, figurines et autres peluches qui ont accompagné la plus belle période de votre vie. Et en effet, nous avons connu certains des plus grands succès ludiques que la Terre ait jamais portés. Mais il ne faudrait pas pour autant que ces réussites commerciales ne nous fassent oublier les nombreux échecs que les géants du jouet ont connus ces 50 dernières années. Concept foireux, fabrication boiteuse, plan marketing inique, l'histoire du jouet est émaillée de nombreux incidents industriels. Et si les sagas cinématographiques comme Star Wars ont fait la fortune des fabricants de produits dérivés, nos jouets préférés ont eux aussi connu, pour la plupart, un passage au grand écran. Je pourrais citer les Transformers, G.I. Joe ou encore les Bisounours, qui ont tous eu droit à des longs métrages d'animation dans les années 80. Mais notre sujet du jour a eu l'audace de s'essayer avant les autres au live action. Annoncé comme le grand succès de la fin de la décennie, le film Les Maîtres de l'Univers, réalisé par Gary Goddard en 1987, n'a marqué ni les fans de Musclor, ni les amateurs de cinéma, mais il serait bien audacieux de le limiter à un simple nanar. Enfin, même si ça y ressemble beaucoup quand même, hein. Nous sommes au milieu des années 80 et Musclor et les Maîtres de l'Univers sont alors au summum de leur popularité. Lancé en 82, ce n'est pas un hasard si le barbare en slip de fourrure est parvenu à atteindre des sommets si rapidement. Profitant des changements de législation impulsés par le style libéral Ronald Reagan, Musclor va se muer en rouleau compresseur médiatique. En plus des mini-comics offerts avec chaque jouet, les Maîtres de l'Univers vont donc pouvoir bénéficier d'une série animée promotionnelle, la première du genre. Les habitants d'Eternia vont donc déferler sous les sapins de Noël par millions, offrant de véritables modèles commerciaux repris par tous leurs concurrents. Les émissions pour enfants vont devenir de véritables tunnels de pub, entre deux dessins animés publicitaires. Et il en faut toujours plus pour se démarquer. Les Maîtres de l'Univers doivent donc lutter contre les Transformers, les Cosmocats, sans parler des jeux vidéo. Kenner et Hasbro vont tenter les premiers l'aventure au cinéma, avec des longs métrages d'animation Bisounours et Petit Poney. Donc pour marquer sa différence, Mattel va se lancer dans le film live action. Son héros, tout en muscles, faisait déjà l'objet d'animation dans les parcs Universal, ainsi que dans une comédie musicale, mais c'est la Canon qui va obtenir la licence. La décennie précédente, la firme s'était fait un nom en proposant des films bon marché à la chaîne. La série des Chuck Norris en est un bon exemple. Mais le secret de la Canon, c'est surtout de multiplier les sorties en recyclant les décors et les équipes. Tout en espérant qu'en sortant 10 films moyens, le succès de l'un d'entre eux permettra de rembourser tous les autres. Et en ce milieu des années 80, les productions Canon se veulent bien plus coûteuses. Et l'arrivée d'un marchand de jouets riche à millions arrange bien leurs affaires. C'est donc le jeune Gary Goddard qui obtient la réalisation pour un budget annoncé de 20 millions de dollars, apporté pour moitié par le studio et pour l'autre moitié par Mattel. Gary Goddard, lecteur de comics de la première heure, a de grandes ambitions pour le film et perçoit les nombreuses possibilités offertes par l'univers des Maîtres de l'Univers. Je l'ai dit 2 fois. Habitué des effets spéciaux, il travaillait pour les parcs Universal à la création d'attractions avec son entreprise Landmark Entertainment. On lui doit notamment un show avec Conan le Barbare. Et avec 20 millions de dollars de budget, une somme qui peut paraître élevée pour la Canon, mais à remettre en parallèle avec les 32 millions du Retour du Jedi, eh bien Gary doit proposer un film à la hauteur des attentes des enfants du monde entier. Mais le jeune réalisateur a sa propre idée en tête. Plus que de véritablement adapter l'univers de Musclor, il souhaite rendre hommage à son propre héros de jeunesse. Jack Kirby, dessinateur de génie, créateur de nombreux héros pour Marvel ou DC, on lui doit certains des récits les plus mystiques du monde des comics. Alors Gary va en faire des tonnes. En reproduisant les esthétiques de Fatalis ou des 4 Fantastiques, son Musclor est d'ailleurs en réalité un genre de Thor, avec des designs travaillés en collaboration avec le français Jean Giraud, alias Mobius d'ailleurs. Les premiers scénarios sont de véritables parcours du combattant, tant le cahier des charges de Mattel est épais. Musclor ne doit pas se servir de son épée pour tuer ses ennemis, d'ailleurs, toute violence directe est proscrite. Le public visé commence à 6 ans. Le scénario tiendra donc sur le pommeau d'une épée. Sur la planète Eternia, Musclor et ses compagnons perdent le contrôle du Château des Ombres et sont contraints de fuir vers une autre dimension bien moins épique, la nôtre. Enfin, celle du film. Enfin, vous m'avez compris. Mais en passant, Musclor et ses amis perdent la clé dimensionnelle et elle est découverte par 2 adolescents californiens, Julie et Kevin. En tripatouillant l'appareil, ils envoient accidentellement un signal qui permet à Evil-Lyn de les suivre. Elle envoie alors ses hommes de main, Sorod, Blade, Beastman et Karg pour le récupérer. S'ensuit une longue série d'allers et retours interdimensionnels et de cabotinage de Skeletor
jusqu'au combat final contre Musclor. Pour le casting, c'est Dolph Lundgren qui est choisi pour incarner le grand barbare musculeux. 2 ans après Rocky IV, l'acteur peine à se séparer du personnage de Drago, et le rôle doit lui permettre de rebondir. Mais un détail vient faire tiquer les pontes de Mattel, son accent. Originaire de Suède, l'acteur doit accepter la présence d'un coach vocal afin de le rendre plus intelligible. On retrouve également la jeune Courtney Cox, qui ne s'est pas encore fait des amis et qui servira d'ambassadrice à l'humanité auprès des habitants de cette autre dimension. Mais la vraie réussite du film, c'est la prestation de Frank Langella, sous le maquillage de Skeletor. L'acteur avait accepté le rôle pour faire plaisir à son petit garçon, et il arrive à délivrer un panel d'émotions allant de l'horreur au délirant. Franchement, regardez-le juste pour lui, c'est jouissif. Car pour le reste, le film pâtit de sa production pour le moins rocambolesque. Le budget promis a mis du temps à arriver, assez pour qu'une partie de l'équipe technique et des figurants décide de quitter le plateau le jour du tournage de la scène du combat entre Musclor et Skeletor. Alors que tout le monde croit le film mort et enterré, Gary va faire le choix de plonger son coûteux décor dans le noir et de travailler au maximum avec les effets lumineux pour meubler sa scène. Mais ce n'est pas le seul bricolage. Trop coûteux à l'écran, le vaporeux petit magicien volant est remplacé par un genre de nain irascible, Gwildor, qui servira aussi bien de MacGuffin que de raccourci scénaristique. Pour accompagner la sortie du film, Mattel a d'ailleurs prévu une série de figurines. Il y a bien sûr Gwildor, mais aussi une tripotée de méchants comme Blade ou Sorod. Mais la pièce maîtresse restera les Laserlight. Un jouet Musclor ressemblant de très loin à Dolph Lundgren est doté d'une épée lumineuse grâce à un énorme sac à dos à piles. Il en est de même pour Skeletor et son sceptre. Malheureusement, avant même la sortie du film, personne ne croit à son succès chez Mattel. Les Laserlight ne seront donc distribués qu'en petite quantité en Europe. Les critiques vont moquer le Musclor à mulet du film, et Dolph Lundgren devra attendre encore longtemps avant de retourner à Hollywood. Gary Goddard proposera la même année la série Captain Power, mais le succès ne fut pas non plus au rendez-vous. D'ailleurs, mon pote Papa Blender en a déjà parlé en vidéo, et le lien est dans la description. Et retournons en 87. Après une demi-douzaine d'années de service, Musclor est à genoux. Mattel décide donc de lancer un reboot, mais ça, c'est une autre histoire. Mais la fin du film montrait tout de même Skeletor sortir une dernière fois en hurlant « Je reviendrai ». Et si la chose est peu connue, en dépit de son échec commercial, la Canon a bien lancé la production d'un deuxième opus, stoppé quelques jours avant le début du tournage. Baptisé He-Man Cyborg, il devait mettre en scène Musclor dans un univers post-apo, tout en profitant des décors new-yorkais d'un autre film tourné au même moment par les studios, un Spider-Man. Mais patatras, leur budget famélique ne leur permet pas d'aller au bout des négociations. Mission est donc donnée au réalisateur Albert Pyun de bricoler un scénario avec les décors et les costumes déjà réalisés. La Canon mettra à sa disposition une jeune star montante du film d'action, un certain Jean-Claude Van Damme. C'est ainsi que naîtra le film Cyborg, mais j'y reviendrai dans le détail très bientôt. 35 ans plus tard, Musclor le film a fini par devenir culte et réunit aujourd'hui des millions d'amateurs de par le monde. Une aura ternie par des accusations d'abus sur mineurs à l'encontre de Gary Goddard en 2014. Mais l'arrivée récente de plusieurs séries à la gloire de Musclor sur Netflix laisse entrevoir la possibilité d'un retour du personnage dans un long métrage live-action dans un avenir proche. Mais arrivera-t-il à remplacer l'original dans le cœur des fans? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça motive énormément et ça aide beaucoup. On se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants. Les maîtres de l'univers. Voici l'aventure la plus sidérante de la galaxie avec le redoutable Blade, le terrifiant Sorod. Tous veulent s'emparer de la clé cosmique que possède le sage Gwildor. La clé cosmique sera à moi. À vous d'affronter tous les héros du mal.